Acte 4, partie 2, section 3. De l'essence. 1. L'essence consiste dans la nature propre d'un objet. En tant que la nature propre d'un objet est l'expression de ce qu'il est fondamentalement, toutes ses manières d'être se déduisent de sa nature propre. Par exemple, bien qu'il tend à perdre en valeur du fait des nouvelles géométries, nous pouvons dire que l'essence d'un triangle est la somme des angles d'un triangle est égale à 2 droits. Ainsi, peu importe le triangle considéré, la somme de ses angles sera égale à 2 droits. À partir de cela seul, il est possible de déduire tous les triangles possibles, car tous les triangles possibles ne sont au fond qu'une certaine manière d'être de cette nature propre que nous sommes ainsi capables de formuler. En un mot, l'essence du triangle est donc ce qui contient en lui tous les triangles possibles. Et comme, en outre, aucun objet ne peut s'affranchir de sa nature propre, il suit de cela que tout objet contient en lui l'image de son devenir, tant et si bien qu'un objet ne devient que ce qui était déjà contenu en lui. Autrement dit, l'existence des objets suit un archétype, un schème, et ces objets sont déterminés selon une logique qui est contenue en eux-mêmes. Nier cela serait croire que les objets se développent à l'aveugle. Or, c'est faux. Une graine contient en elle la rose à devenir, et son évolution est déterminée par l'image dont elle suit le schéma. Dit encore autrement, tout objet est non seulement déterminé par son essence, mais suit également une évolution conformément à la logique de cette essence. Ainsi, il n'est rien dans un objet qui se produise sans se référer à quelque degré que ce soit à son essence. Tout ce qu'il devient se déduit de ce qui est déjà contenu en lui. Citation. Il voit dans son essence les idées ou les essences de tous les êtres possibles, et dans ses volontés, leur existence et toutes les circonstances de leur existence. Malebranche, de la recherche de la vérité, livre 4, chapitre 11. 2. L'essence est ce sans quoi rien ne peut ni être conçu. En tant que l'essence consiste dans la nature propre d'un objet et que toutes les manières d'être d'un objet se déduisent de sa nature propre, il est clair que l'essence d'un objet est la condition principale sans laquelle l'objet ne peut être d'aucune manière. Autrement dit, sans son essence, un objet ne peut exister. 3. L'essence est la condition d'existence des phénomènes. En tant que l'essence est ce sans quoi rien ne peut être et que, en outre, la nature propre d'un objet consiste en sa condition d'existence principale, l'essence est donc la condition d'existence principale des phénomènes. Chaque phénomène est l'expression singulière de l'essence dont il est le produit, et chaque phénomène est principalement déterminé dans ce qu'il est proprement par l'essence dont il est l'expression. Si un phénomène se produit, c'est que la possibilité de ce phénomène était déjà contenue dans l'essence dont il est l'expression. Dit un peu autrement, pour qu'un objet soit d'une certaine manière, il faut qu'il ait dans sa condition même la possibilité d'être ce qu'il est. Autrement dit, un objet, de par sa nature propre, a une somme de possibilités d'être, et c'est en cela que consiste son essence. Dit encore autrement, si un phénomène se produit, c'est que, d'une manière ou d'une autre, il est la résultante d'une essence de laquelle il est le produit. Nous pouvons tout à fait dire qu'un phénomène est l'expression d'une essence qui se présente d'une certaine manière. Ainsi donc, s'il se produit un phénomène, c'est que la possibilité de ce phénomène était déjà contenue dans l'essence dont il est le phénomène, sans quoi, étant impossible, il ne se serait pas produit. En un mot, un phénomène est l'expression d'un possible contenu dans une essence. En cela, les phénomènes sont les différentes manières d'être d'une même essence. Nous disons qu'ils en sont les modalités. Voir partie 2, section 4, des modalités. Citation. Quand la chose se présente dans un état de choses, c'est que la possibilité de l'état de choses doit déjà être préjugée dans la chose. Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, 2.012. 4. Connaître un objet, c'est connaître son essence. En tant que connaître une chose, c'est connaître sa forme a priori, connaître un objet, c'est connaître son essence. Autrement dit, ce que, auparavant, nous nommions forme a priori, nous le nommons maintenant essence. Et comme, en outre, nous pouvons maintenant nous permettre de parler d'objet, nous disons donc que la connaissance d'un objet est toujours la connaissance de son essence. En outre, comme l'essence d'un objet contient en elle toutes les possibilités d'être de cet objet, connaître un objet, c'est nécessairement connaître son essence en tant qu'est également connu toutes ses possibilités d'être, c'est-à-dire toutes ses manières d'être. Ainsi, l'objet est connu quand toutes ses manières d'être sont incluses dans son concept. C'est alors que nous en connaissons l'essence. Nous disons la connaître complètement, précisément car l'objet ne peut pas être davantage que la façon dont nous le connaissons. Comprendre l'essence d'un objet permet donc d'en comprendre les acceptions, les phénomènes et les différentes manières d'être, ce que l'inverse ne permet pas. On ne peut comprendre les acceptions d'une essence si on ne les rapporte pas à cette essence. Les différentes manières d'être d'une essence permettent donc d'en comprendre plus précisément la forme, mais aucune ne peut être comprise si elle n'est pas rapportée à l'essence dont elle est l'expression.
Par conséquent, le savoir d'un objet est la connaissance de son essence, et donc de la totalité de ses manières d'être, c'est-à-dire de ses possibilités, et donc la connaissance des conditions qui les déterminent. Ainsi, des mots comme plus ordinairement, le plus souvent, généralement, ou le résultat des études statistiques ne sont en rien un savoir. C'est au mieux un pis-aller construit sur des expériences répétées qui, faute de certitude, cherchent à affirmer tout de même quelque chose. Citation. Si je connais l'objet, je connais aussi l'ensemble de ses possibilités d'occurrence dans des états de choses. Chacune de ces possibilités doit être inhérente à la nature de cet objet. Il n'est pas possible de trouver de surcroît une possibilité nouvelle. Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, 2.0123. 5. Sans la connaissance de l'essence, un sujet ne pourra jamais véritablement connaître. En tant que connaître un objet, c'est connaître son essence, que la connaissance véritable soit connaissance de l'existence entière, qu'un sujet ne peut véritablement connaître une partie s'il ne connaît le tout, et qu'aucune connaissance incomplète ne saurait être dite véritable, il suit de cela que, sans la connaissance de l'essence, un sujet ne connaîtra jamais véritablement. De plus, en tant que la logique de la forme détermine ses modalités, connaître cette logique, c'est connaître la totalité des modalités possibles. L'expérience a donc pour fonction de découvrir les différentes manières d'être d'un objet afin de préciser la connaissance de son essence. En outre, en tant que le théorique détermine le pratique, la connaissance inadéquate implique nécessairement une pratique inadéquate. Ainsi donc, plus un sujet connaît de manière d'être d'un objet, plus il connaît son essence et plus la pratique qu'il a de l'objet est parfaite. Néanmoins, bien que la connaissance véritable ne soit pas possible sans celle de l'essence, il est cependant possible de posséder un certain nombre d'inférences, d'hypothèses et de propositions empiriquement adéquates pour suffire à l'usage pratique. Remarque. Explorer le divers du possible sans en saisir l'essence, ce n'est rien y comprendre. Cependant, il y a des possibles qui, dans l'essence d'un objet, ne sont ni requis ni utiles pour la compréhension de cet objet. Le temps du sujet n'est pas celui de la vérité, et s'il devait consacrer sa vie à chercher à trouver toutes les possibilités d'un même objet, il passerait sa vie à tourner en rond. C'est face à l'infirmité de sa condition que le sujet se satisfait d'un usage purement pratique de la science. Il ne connaît pas véritablement l'objet, mais peu lui importe puisque, en définitif, sa connaissance suffit à son usage. Cependant, cet usage pratique ne saurait se confondre avec la connaissance adéquate et complète d'un objet. La raison en est que, sans la connaissance adéquate, il y aura toujours des manques dans la connaissance du sujet, des exceptions dans ses théories, quelque chose d'imprévu dont il ne ressentira le besoin que lorsqu'il devra en avoir l'usage et dont l'absence sera pour lui comme une pierre contre laquelle il se blesse. Par exemple, si un sujet joue au Perudo et qu'il tombe sur une série de chiffres qu'il n'avait jamais vus, alors c'est qu'il n'a pas compris le jeu du Perudo. De même, si un sujet est un maître d'échecs et qu'un joueur adverse utilise contre lui un coup qu'il n'avait jamais vu ni même jamais pensé, c'est que ce maître ne connaît pas encore complètement le jeu d'échecs. C'est pourquoi nous disons que, sans la connaissance de l'essence, le sujet ne connaîtra jamais véritablement. 6. La logique propre d'une essence permet d'en déduire toutes les manières d'être. En tant que l'inertie d'un objet est déterminée par la logique de sa forme et qu'aucun objet ne peut s'affranchir de la loi qui le détermine, cette logique consiste dans la loi qui en détermine le mouvement. Ainsi, en connaissant cette loi, on peut déduire la totalité des manières d'être d'une même essence. Autrement dit, s'il fallait faire l'expérience de tous les possibles aveuglément, le sujet n'en verrait jamais le bout et il ne pourrait jamais rien affirmer avec certitude. Si son idée inadéquate lui empêche la connaissance adéquate et parfaite de ce qu'il étudie, nous disons tout de même que s'il parvient, dans ses recherches, à en formuler la loi, alors il pourra plus ou moins aisément déduire toutes les manières d'être de ce dont il fait l'étude. De plus, le monde est ainsi fait que jamais le même phénomène se présente parfaitement à l'identique. De cela, il suit que, si le sujet cherchait à cataloguer la totalité des manières d'être d'un même objet, il ne pourrait jamais parvenir à son terme puisque chaque phénomène serait différent de tous les autres. S'il est vrai que les phénomènes ne se produisent jamais à l'identique, les phénomènes suivent toujours la logique de leur essence, c'est-à-dire leur loi. Connaître cette loi, c'est pouvoir connaître tous les phénomènes qu'elle peut produire. Par exemple, si jamais un phénomène ne se reproduisait à l'exact identique, il s'ensuivrait que la médecine ne pourrait concocter aucun remède, car aucun remède ne fonctionnerait identiquement sur deux individus différents. Il est clair que cela n'est pas le cas. S'il peut en effet y avoir des différences chez les individus, connaître la loi de l'essence d'un individu, c'est pouvoir créer des remèdes pour tous. À défaut, c'est savoir les adapter aux situations de chacun. Citation. Car lorsque nous connaissons une chose par l'idée qui la représente, nous connaissons clairement les modifications qu'elle peut avoir. Malebranche, de la recherche de la vérité, livre 1, chapitre 12. Citation.
La science réelle n'existe donc qu'au moment où le phénomène est exactement défini dans sa nature et rigoureusement déterminé dans le rapport de ses conditions matérielles, c'est-à-dire quand sa loi est connue. Avant cela, il n'y a que du tâtonnement et de l'empirisme. Claude Bernard, Introduction à l'étude de la médecine expérimentale, deuxième partie, chapitre 1, 6. Remarque. Comment pouvons-nous, a priori, prévoir ce qui ne peut être connu que par l'expérience, par la connaissance a priori des conditions singulières? Cela n'est possible que par l'expérience, non pas l'expérience aveugle comme nous l'avons vu, mais par celle qui permet d'établir des principes généraux et a priori afin de comprendre le monde. Il s'agit donc de faire l'expérience des objets suffisamment longtemps pour en formuler les lois dans le but de déduire toutes les manières d'être possibles. Il n'y a qu'ainsi, par la loi de l'essence, qu'un sujet peut comprendre adéquatement l'essence d'un objet. 7. L'essence précède l'existence. En tant que l'essence est ce sans quoi rien ne peut ni être conçu, et que, en outre, la nature propre d'un objet consiste en sa forme a priori, il est clair que l'essence d'un objet précède toujours son existence et le détermine premièrement. Dire l'inverse, c'est croire que ce qu'est l'objet n'est pas donné par sa nature propre, mais que celle-ci est encore en devenir. C'est absurde puisque, pour devenir, il faut bien qu'il soit, et il ne peut être que par et à partir de sa nature propre, c'est-à-dire par son essence. Autrement dit, pour devenir, il faut d'abord être. Si donc l'on devient, c'est qu'on a d'abord été. Ainsi donc, l'être précède toujours le devenir et l'essence précède toujours l'existence en tant que l'on comprend celle-ci comme la façon d'être d'un objet. Nous disons donc qu'une essence est nécessairement a priori, non pas en tant qu'elle n'existe pas, mais en tant qu'elle est la condition qui détermine toutes les manières d'être d'un objet. Ainsi, sans son essence, un objet ne peut ni être, ni devenir. De cela, il suit que les possibles d'un objet sont donnés par la condition même de son essence. Un objet ne devient jamais que ce qui est possible au sein de son essence. Remarque. Il existe deux écoles, celle qui croit que le monde se compose pièce après pièce, et celle qui croit que le monde se produit pièce après pièce. Une qui croit que le monde se compose en allant du petit jusqu'au grand, et une autre qui pense que le monde se produit du plus grand au plus petit. Chacun ira là où sa foi le porte. Il est de la nôtre que le monde se produit du plus grand au plus petit. Car le monde est la condition d'existence des objets et que, bien qu'un espace peut exister sans objet, aucun objet ne peut exister sans espace. S'il en est parmi les spectateurs qui pensent que l'existence précède l'essence, qu'ils considèrent le point suivant. Dire que l'existence précède l'essence peut avoir un sens, dans un certain sens, mais dans un certain sens seulement. Ceux qui soutiennent une telle idée font reposer la condition de l'existence nécessaire d'un objet sur ce qui l'a produit. En somme, A a produit B, et c'est à partir de A que B a été produit. Par conséquent, il n'est pas absurde de dire que, sans A, B ne peut ni être conçu, car son existence même dépend de l'existence de A. Cependant, il apparaît absurde de dire que l'existence de A ne peut ni être conçue sans B. Cela serait pareil à dire qu'un parent ne peut ni être conçu sans l'enfant qu'il a lui-même produit. De même, l'essence d'un objet ne peut pas être ce que l'objet a produit et par quoi il dépend. De même que l'enfant n'est pas l'essence des parents, la lumière du soleil n'est pas l'essence de la fusion nucléaire d'hydrogène en hélium. Le monde est donc la condition de laquelle se produisent tous les objets. De même, un phénomène ne peut se produire qu'en tant qu'il est le produit d'une essence, ce qui revient à dire que tout ce qui existe dans le monde se déduit de l'existence de son essence. 8. L'essence d'un objet est le monde. En tant que, ultimement, il n'existe qu'une seule chose, que rien dans le monde n'est radicalement différent, et que tout objet en lui-même est identique à tous les autres, il suit de cela que l'essence de tout objet n'est rien d'autre que le monde. De plus, en tant que l'essence d'une chose est ce sans quoi elle ne peut ni être conçue, et que, si un objet étant donné, c'est qu'il appartient au monde et qu'il ne peut exister sans lui, alors il suit nécessairement de cela que l'essence de tout objet ne peut qu'être le monde. De manière plus complexe, le mot d'essence est littéralement impropre pour un objet, puisque la seule chose qui puisse être dite essence véritable est le monde. Le mot d'essence, pour un objet, permet d'exprimer ce qu'auparavant on appelait objet en soi. Il permet de rapporter les différentes façons d'être d'un objet à un même concept afin de comprendre ce qu'il est en lui-même. Mais comme en outre, l'objet d'une idée est toujours l'idée elle-même, et qu'on ne saurait connaître une partie sans connaître le tout, il suit de cela que l'essence d'un objet, c'est-à-dire ce qu'on a appelé l'objet en soi, est toujours l'essence du monde en tant que l'on comprend celle-ci sous une certaine manière d'être. Autrement dit, tous les objets sont les expressions d'une même essence qui est le monde. Et s'il est vrai que les objets n'existent pas littéralement dans le monde en tant que l'idée adéquate équivaut à l'objet, il existe quelque chose dans le monde qui correspond effectivement à l'idée adéquate que le sujet s'en fait et que celui-ci peut comprendre par la connaissance du monde. Dit encore autrement, il n'existe à proprement parler qu'une seule et unique chose,
le monde. À partir de là, un objet, en tant qu'il est le produit du monde, en exprime nécessairement les conditions, la nature, et en est donc un fragment. Chaque fragment du monde diffère cependant entre eux selon la manière d'être de cette seule et unique chose. Et c'est selon cette certaine manière d'être que nous disons que des objets sont distincts. En clair, en tant qu'il n'existe qu'une seule et même chose, il s'ensuit que chaque essence d'un objet est une certaine manière d'être de l'essence du monde. Plus on en apprend sur les essences des objets, plus on se rapproche de la connaissance de la seule essence véritable. D'une manière plus imagée, les objets sont les ombres de l'essence du monde, que l'on prend à tort comme les choses mêmes. Et si l'appellation d'objet en soi est strictement fausse, elle permet néanmoins de mieux comprendre l'essence véritable dont tous les objets sont le produit. Ce n'est pas que les objets sensibles sont faux, c'est qu'ils ne sont que les phénomènes d'un objet plus grand qui ne peut être regardé que par leurs intermédiaires. Ils n'ont de valeur qu'en tant qu'on les rapporte à ce plus grand objet dont ils sont le produit, et ne doivent pas être considérés comme ce plus grand objet. En un mot, nous pouvons dire que tous les objets sont les phénomènes d'une même essence. Citation. Tout le reste, tout ce que nous appelons vrai, est une forme particulière de cette vérité éternelle, ne trouve le repos qu'en elle, et en est le rayonnement. Si l'on ne connaît rien de cette vérité, on ignore aussi ce qui est vrai, juste et moral. Hegel, La raison dans l'histoire, l'idée chrétienne de la providence. Remarque. Par discrimination ontologique, un sujet distingue ceci de cela et catégorise le monde en ce que nous nommons des objets. Cela est vu. Et comme les catégories abstraites que sont les objets changent selon les représentations du sujet, les objets changent au gré des représentations. Ainsi, l'erreur d'un sujet est d'appeler chose en soi tous les objets qu'il pourra bien se représenter. Il existerait donc en soi une infinité d'objets qui font perdre entièrement le mot essence de sa signification. Pourtant, il reste et demeure quelque chose de parfaitement stable à partir de laquelle un sujet se représente tout le reste. Cette chose, elle, ne change pas, indépendamment de tout ce qu'un sujet peut s'en représenter. Et si l'idée est adéquate, alors ce qu'elle se représentera renverra à ce qui existe effectivement. Nous dirons que l'idée sera équivalente à l'objet. Mais le seul objet qui existe véritablement sera celui dont tous les autres objets sont déduits, le monde. Ainsi, nous disons qu'il n'existe en soi qu'un seul objet, à savoir le monde. 9. L'objet ultime que peut connaître l'idée est l'essence du monde. En tant que l'essence d'un objet est nécessairement une partie de l'essence du monde et qu'apprendre sur les essences des objets, c'est se rapprocher de la connaissance de l'essence du monde, il s'ensuit nécessairement que la connaissance ultime à laquelle peut parvenir le sujet est celle de l'essence du monde. En clair, et comme nous l'avons déjà dit, l'essence du monde étant ce dont tout le reste se déduit, si un sujet cherche à connaître, il ne pourra pas aller au-delà de la connaissance ultime de ce dont tout est le produit. 10. L'expérience sensible du sujet ne suffira jamais à lui faire connaître l'essence d'un objet. En tant que la vérité n'est pas à mesure singulière, que le sujet n'a jamais accès à la connaissance immédiatement, que l'idée synthétise les phénomènes en tant qu'objet, et que la connaissance est toujours générale, il suit de tout cela que jamais on ne peut trouver l'essence dans le particulier. Cette essence est nécessairement une idée abstraite et générale qu'un sujet conceptualise afin de comprendre ce dont il fait l'expérience. Mais il pourra faire l'expérience du monde autant qu'il le souhaite, un sujet ne trouvera jamais l'essence d'un objet dans la nature sensible. Mais il pourra faire l'expérience du monde autant qu'il le souhaitera, un sujet ne trouvera jamais l'essence d'un objet dans la nature sensible. En clair, les phénomènes et les objets doivent être rapportés à leur essence afin d'en avoir l'idée adéquate. Mais jamais cette essence se présentera d'elle-même en tant que phénomène. Ainsi donc, l'être vrai des objets ne se trouve pas dans leur simple phénomène, mais dans la source de laquelle ils sont tous le produit, de cette essence qui les contiennent tous, qui existe vraiment et parfaitement au sens le plus plein du terme et qui, paradoxalement, ne se trouve nulle part dans l'expérience sensible, puisque celle-ci n'a affaire qu'à certaines manières d'être singulières de cette essence. Dit d'une manière très imagée, le sujet ne tombera jamais sur l'essence d'un objet au détour d'un chemin, car la sensibilité ne fait que sentir le particulier, tandis que la connaissance est toujours générale. Citation. Le sens ne saisit pas les essences des choses, mais seulement les accidents extérieurs. Saint Thomas, Somme théologique, question 84. 11. L'essence existe effectivement. Si l'essence ne se trouve jamais dans le sensible, quelle en est donc la réalité ? Se trouve-t-elle dans une réalité extrasensible ? Certes non, car cela reviendrait à dire qu'elle n'existe pas. L'essence est bien présente dans un phénomène, mais toujours de manière incomplète. On ne peut la connaître que par la synthèse du particulier, au travers d'une idée générale. Cependant, que l'essence n'existe qu'abstraitement n'enlève rien à sa réalité, puisque les manifestations de son être seront conformes à cette abstraction. Autrement dit, la discrimination ontologique permet au sujet de former des concepts auxquels il rapporte les phénomènes pour dessiner des objets. Mais comme, en outre, l'idée adéquate est équivalente à l'objet synthétique,
Ces objets existent dans le monde, pas littéralement, certes, mais effectivement. Dit encore autrement, que les essences existent littéralement ou non, cela importe peu, puisque l'idée est capable d'en former les idées, et que ces idées, quand elles sont adéquates, renvoient à ce qui existe, effectivement. De plus, en tant que l'idée adéquate équivaut à l'objet synthétique, il s'ensuit que le sujet peut produire l'objet synthétique d'une essence afin de la rendre sensible. Le sujet en rendra l'existence en tant qu'objet. Le sujet synthétisera la multiplicité sensible en un même objet qui, dès lors, demeurera identique malgré la diversité de ses manières d'être. En résumé, un sujet ne peut faire l'expérience sensible des essences des objets. Il ne peut faire l'expérience que de phénomènes singuliers qui, par conséquent, excluent tous les autres. Cependant, en tant que l'essence précède l'existence, un phénomène ne peut exister que s'il est le produit d'une essence. L'essence existe donc nécessairement. En faisant l'expérience des phénomènes, le sujet peut comprendre l'essence des objets et même en produire l'objet synthétique qui y correspond adéquatement. Remarque. Si une essence est la somme de toutes ces manières d'être, comment l'essence générale passe-t-elle à l'objet singulier? Et où se trouve cette essence générale? Comme nous l'avons dit, nous ne pouvons jamais la trouver dans la nature, et il paraît difficile d'admettre que, si l'essence était particulière, si elle pouvait se trouver dans la nature, alors elle pourrait exprimer le général. Quelque chose de général se fait toujours au détriment du singulier. Voilà bien des difficultés qui conduisent à nier l'existence de l'essence. Pourtant, nous soutenons que l'essence existe, et qu'il est possible de la rendre singulièrement au même titre qu'un objet concret. Pour en persuader le spectateur, qu'il se montre attentif à ce seul exemple. Dans le métier de la photographie, il existe un format de fichier que l'on nomme RAW. Le principe est simple. Contrairement à d'autres formats tels que le JPEG ou le PNG, une photo en RAW ne prendra pas la capture d'un seul instantané, mais elle prendra la totalité des possibles manières d'être telles que celles-ci sont déterminées par les conditions de son appareil. Autrement dit, une photo en RAW contient toutes les manières d'être de la photo sous la condition de l'appareil. C'est pourquoi ce format est un outil indispensable pour le photographe, car il permet de retoucher la photo a posteriori avec beaucoup plus de précision que ne le serait la capture d'un instantané. La photo en RAW ne peut pas réellement s'ouvrir comme un autre format, on comprend bien pourquoi. Puisque le fichier contient tous les possibles, on ne peut y accéder sans nécessairement choisir l'un de ces possibles au détriment des autres. C'est pourquoi on ne peut traiter une photo en RAW que par un certain logiciel qui choisit un des possibles qu'ensuite le photographe pourra modifier à sa guise. Il n'en demeure pas moins que ce fichier qui contient l'ensemble des possibles de la photo existe concrètement, que le sujet peut le voir et le manipuler. Il en est exactement de même pour une essence dont un sujet aurait l'idée adéquate. Il pourrait produire un objet synthétique de cette essence afin de rendre celle-ci sensible. Reprenons l'exemple du jeu du Perudo. Un sujet ne peut, en lançant les dés, avoir toutes les combinaisons possibles. Il n'en aura qu'une seule à chaque fois. Mais la condition même du jeu lui permet de dresser un tableau qui recouvre toutes les possibilités de ce jeu. Si nous poussons l'analogie jusqu'au bout, nous pouvons dire que ce tableau serait l'objet synthétique qui exprimerait l'essence du jeu du Perudo. Fin de la section 3.